Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec tous mes potes pour parler un peu de rugby parce qu'il y a beaucoup de rugby en ce moment. Donc numéro 1, c'est le premier deuxième ligne, il s'appelle Charlie Bayer de Massy Central. Salut Charlie. Salut Ticket numéro 1, j'adore, ça flatte mon ego, c'est fou. Ouais, deuxième ligne, j'ai eu la chance de pousser à ton derrière pendant une saison ou deux. Et maintenant, on est ensemble sur ce podcast. Je suis ravi de vous retrouver en visio aujourd'hui. Oui, exactement. Alors notre deuxième ligne, anciennement de Racing 92, c'est Théodore de Saint-Rémy. C'est ça, on ne le présente plus, il est là, fidèle au poste. Et notre Pink Rocket à nous, c'est Alban Borel. Hello la team, ravie de vous retrouver toutes roses vêtues aujourd'hui pour faire honneur à mes chers amis du Stade français qui ont gagné leur match ce week-end et à mes chers amis IE qui ont elles aussi gagné leur match ce week-end. Tout de suite, on commence à être désagréable d'entrée, j'ai compris. C'est cadeau. Allez, on va parler de tout ça un peu plus tard. Pour démarrer, quelqu'un a nous laissé un joli petit review sur Apple, n'est-ce pas Alban? Tout à fait, Ticket. Je vous partage une belle découverte sur Apple Podcast qui vient de Marie BZH, la Bretagne RPZ. La Bretagne est là pour nous remercier. Une belle émission avec des gens respectueux et ouverts d'esprit, ça fait du bien, nous dit-elle. Marie, nous te remercions nous aussi pour ton amitié et surtout ton commentaire très sympathique. Nous sommes très ouverts d'esprit, sauf parfois en off. Du coup, on met pas nos vrais propos, surtout ceux de Charlie. Mais en tout cas, nous sommes. Je savais que ça allait me tomber sur la gueule. On est ravis de faire vivre nos voix, de faire entendre nos voix. Dans cette chère contrée bretonne qui est une belle terre de rugby désormais, qui commence à être un vrai bastion du rugby. Mais tout à fait, avec notamment Van, qui, si tout se passe bien, sera peut-être en top 14 l'année prochaine, hein, je vous signale. Avec entrée sur le stade au son de la bombarde, qui n'a rien à envier au cornemuse des Écossais. Donc, allez le RC Van, ce serait top qui monte. Voilà. Et pour toi, Thierry, qui ne sait pas ce que c'est que BZH, donc BZH, c'est le résumé de Bryce, qui est une sorte de manière de dire Bretagne en breton. Et pour te dire à quel point les Bretons sont fiers de ça, ils ont, pour refuser l'envahissement de l'ami américain, ils ont inventé le Bryce Cola pour éviter de boire le Coca-Cola, Voilà. mon cher Maintenant, ami je comprends. américain. Le BZH. Voilà. Maintenant, je comprends tout. Merci beaucoup. Bah, j'apprends avec le rugby. J'apprends le français avec le rugby. C'est très bien. Bah, parfait. Bah, je sais que tout le monde vient à cette émission pour parler un peu de Major League Rugby. Tout ce que je vais dire, LA Guiltinis, ils sont invaincus. 6-0. Ouais. Bon, on arrête avec ça. Tout de suite aux 6 nations des parenthèse femmes. courte mais nécessaire. Voilà. Tout de suite aux 6 nations pour les femmes. En fait, on a eu un 6 nations un peu raccourci. Bon, bien sûr, au Covid et toutes ces choses-là. Mais on a pris plaisir de regarder nos Bleus en train de gagner les 2 premiers matchs. Donc avec Charlie, dans notre dernier épisode, où c'était un entretien avec Miguel Fernandez, un agent, c'était super intéressant. On a parlé de ce première victoire de l'équipe de France contre Pays de Galles, 53-0. Le deuxième match, c'était contre Irlande et on a quand même marqué 56 points, donc c'est une très très bonne chose. Donc notamment Caroline Boujard qui a marqué 5 essais dans ses 2 premiers matchs. Et ce dernier match, le final contre l'Angleterre, c'était rugueux. Contre l'Angleterre, ça finit 10-6, mais quand même c'était un sacré plaisir de regarder ce match, vraiment vraiment sympa, très très engagé sur les 2 côtés. C'est on va dire un match avec beaucoup de cœur. Ouais, beaucoup de cœur avec malheureusement une victoire du coup anglaise. Je dirais pas en dépit du match parce qu'elles ont plutôt mérité, elles ont été plus calmes que les Françaises qui se sont un petit peu affolées. Ça m'a rappelé un peu les Français dans les années 90, quoi. Voilà, on s'excite, on joue plutôt mieux, on domine, on est dégoûté à la fin et paf, good game, les Anglais qui disent que c'était super. Voilà, mais t'as perdu quand même. Donc c'est très très frustrant et je trouve que d'une certaine manière ça raconte un peu aussi l'histoire du rugby féminin qui a 20 ans de retard sur le rugby masculin et on le voit dans ces matchs-là qu'elles perdent alors qu'elles pourraient les gagner et on le voit aussi dans l'écart qu'il y a avec certaines nations dans lesquelles ils n'ont pas 20 ans mais 40 ans de retard. Il n'est pas très normal de mettre 50 points 2 fois de suite et puis d'aller batailler in extremis sur le dernier match. Donc, c'est ce qui est un petit peu dommage encore sur ces compétitions, c'est que le niveau n'est pas très homogène
Et c'est vrai que on note là une différence, en particulier quand on voit le tournoi des équipes de garçons, à part avec l'équipe d'Italie, avec, on l'a souligné plein de fois, des matchs extrêmement serrés entre les nations qui se valent. Voilà. Donc quand il y a 50 grains, il y a un peu moins de plaisir quand même si c'était sympa pour les Françaises, et même si ça a validé les premières sélections, comme tu l'as dit, il y a plusieurs filles qui ont marqué pour leur premier match, et ça, c'était Bah, super. pour moins de plaisir pour toi. Moi personnellement, j'aime bien regarder tous ces belles essais par les Bleus là. Je trouvais ça superbe. Oui, mais il manque un petit côté il manque cette dramatique qu'on aime bien quand même, En France. non? En France, Moi, je suis peut-être. d'accord avec toi, Ticket. J'aime bien le beau jeu et ça fait plaisir de voir des beaux essais dérouler. Mais c'est vrai, Théo, tu as raison sur un point, c'est qu'on a encore cette hétérogénéité au sein des groupes et je pense qu'il s'est encore plus accentué là dans le format du 6 Nations cette année parce il était très différent, il était raccourci, donc il y a aussi moins de confrontations et il y a quand même vraiment 2 pilules, bien mises comme il faut, on peut le dire comme ça, par les Françaises, à leurs adversaires. Et non C'est mais joliment dit. Ouais, non mais et c'est c'est moi vrai qui fais que l'émission n'est pas assez respectable. et pareil et pareil pour les Anglaises, alors que, moi, tu vois, je m'attendais à un France-Irlande, ou un Irlande-France plutôt un peu plus disputé pour le coup. Et en fait, les Françaises ont quand même largement dominé et c'est vrai que le match qu'on attend toujours dans un 6 nations, féminin, c'est le crunch. Vous allez me dire dans le masculin aussi, mais on va dire que le vrai enjeu, il est dans ce match-là et je trouve que cette année, les Françaises ont été, beaucoup plus combatives, beaucoup plus bien meilleures dans des zones de conquête, vraiment très importantes qui étaient la mêlée, et la touche ou alors les Anglaises étaient vraiment très nulles. Mais elles ont été surdominatrices en mêlée comme, je crois, elles l'ont rarement été et ça faisait vraiment plaisir à voir quoi. Le défi physique était clairement au rendez-vous. Après voilà, moi je reste toujours un peu sur j'ai l'impression d'avoir souvent cette même analyse quand on parle des crunchs, c'est que les Françaises donnent tout leur cœur, mais presque parfois oublient un peu la tête. C'est-à-dire qu'on voit des Anglaises beaucoup plus, comme tu le disais, beaucoup plus calmes, presque réfléchies sur leur jeu, à savoir que là, OK, il y a un gros vent là qui va passer, qui est pas pour elles. Elles ont mal commencé leur match, elles font pas non plus une très belle performance, mais elles finissent par gagner, à la fin au coup de sifflet final, sans avoir fait grand-chose, mais en ayant maîtrisé, leur partie d'une certaine façon, alors qu'elles avaient quand même, pas entamé grand-chose. Donc on peut reprocher quelque part, Bienvenue dans les Bienvenue dans les France-Angleterre masculins des années voilà. 90 quand tu étais, dans ta poussette et Charlie rentrait au CP, Bah, je pense que et les années 2010 aussi, non, Charlie? nous Pardon. Ouais, nous on non, mais s'en souvient. c'est ça et du coup, voilà, il y a aussi un peu un manque de lucidité parfois dans certains choix de jeu et l'envie est trop presque trop débordante et on en oublie un peu les quelques éléments clés qui te font gagner ce genre de match, et c'est dommage. Mais bon, voilà, après ça montre aussi une capacité de résistance face à des grosses équipes comme ça, mais on n'a pas encore franchi l'étape de se dire: «Les Anglaises sont dans un mauvais jour, on va les prendre et on saura les prendre et avec la manière, quoi». Moi, tant que je vois Safi Ndiaye rentrer dans les intervalles, Ah je suis bah, elle, content. c'est la star. Elle me fait rêver. Safi, si tu Ouais, nous ouais, elle écoutes, provoque les intervalles en fait elle en, est en C'est vrai faisant géniale, des qu'elle gros elle est trous à la géniale. place de là où il y avait des défenses. Du coup, il y a un intervalle qui se C'est crée. ça, ouais, elle est ouais. géniale. Mais ouais, tu dis Alban que les Anglaises ont un peu raté leur début de match. La deuxième mi-temps n'était pas leur meilleure mi-temps non Non, plus. non, c'est clair. Donc c'était un peu. Mais moi, ça m'a fait un peu penser à une finale de top 14 en fait, parce que c'est le genre de match où il y a des gros impacts, où tu te dis que sur le terrain ça doit piquer pas mal, mais où l'évolution du score est un peu n'est pas une belle promo pour l'enjeu du rugby quoi. En effet, c'était super fort. J'ai trouvé les Françaises très très fortes sur la conquête. Il y avait aussi un point crucial de cette finale pour moi, c'était les ratés. Hein. Enfin, on a Émilie Scarat, pour laquelle on ne fera pas de jeu de mots, qui a eu du mal à, à rentrer une pénalité. Hey, t'as vu, Je l'ai, sous-entendre. je Merci. l'ai le jeu de mots. Et, et donc Scarat a foiré 6 points au pied. Côté français aussi, on a loupé un peu de points au pied. On a loupé une pénalité en première mi-temps. Le score, je sais plus exactement si c'est ouvert à ce moment, et j'ai vraiment l'impression que ça a été le cas, mais il a fallu quand même attendre la dernière minute de la première mi-temps pour, euh, pour voir le score évoluer. Avec Poppy Clee, la 8 anglaise, qui a violemment bousculé nos défenses pour finir à l'essai anglais. Mais du coup, ouais, il y avait une espèce de torpeur un peu, donc cette absence d'évolution du score, c'est loupé au pied, c'était vraiment
torpeur. Il y avait, je sais pas si l'enjeu était trop fort pour elles, ça restait une finale, ou bien justement, comme ce que vous décriviez tout à l'heure, le fait d'avoir affronté avant des équipes euh, euh, où il y a eu des 50 pions qui sont passés de partout, à la fois pour les Anglaises, à la fois pour les Françaises. Peut-être que du coup, il y avait un gros enjeu pour ce match et peut-être qu'elles ont été prises par cet enjeu. J'en veux pour preuve à la fin, à la 72e, quand il y avait une pénalité à jouer pour la France, où il y a une grosse hésitation à aller chercher les 3 points ou à aller chercher la pénale touche. Par rapport au temps qui restait et ce qu'il fallait chercher. Et le temps que le tir arrive, parce qu'on a réclamé les 3 points, finalement, il y a un changement d'avis. Ils veulent finalement y aller à la pénale touche, mais c'est trop tard parce que le tir arrive. Et tu sens que voilà, que c'est pas très, comme vous disiez tout à l'heure, les Anglaises étaient plus froides, froides, réfléchies en tout cas. On gardait leur sang-froid. Là, les Françaises, on a bien vu sur ce genre de petits phénomènes qu'il y avait peut-être, que peut-être il y avait trop d'excitation sur l'enjeu, ou peut-être de trop d'envie de jouer, ou d'aller vite, ou d'accélérer, alors que quelquefois, faut faire comme les Anglaises et être un peu plus reptilien. Voilà. Est-ce que pour ce Six Nations, déjà, c'était joué un peu différemment? Normalement, c'est joué dans les mêmes époques que des garçons. Moi, personnellement, j'ai bien aimé d'avoir ça à part. Je suis pas sûr si D'avoir une vous avez un finale, tu veux avis. dire? Oui, non, je veux dire que les matchs se jouent en T'es en même temps décalé. de Six Nations. Ah oui, Là, oui, d'être en décalé, qu'est-ce que oui. vous avez pensé de ça? C'est-à-dire nous on a du mal à regarder tous les matchs quand ils sont tous en même temps quand même déjà. Oui, Ouais, C'est c'est ça. clair. C'est Non, vrai. mais c'est vrai que c'était bien d'avoir cette fenêtre dédiée au rugby féminin. Après, c'est vrai qu'il y avait enfin, le fait qu'il n'y ait pas tous les matchs les mêmes week-ends, je pense que ça. Il y a eu quoi? Il y a eu 2-3 semaines où au final, on n'a peut-être pas regardé tous les matchs parce qu'en fait, c'est pas des nations qui nous intéressent. Alors que sur un week-end, bon, tu as peut-être tendance à regarder un petit match par-ci, un petit match par-là. Donc, voilà, le format de cette année était très spécial. Mais moi, je suis d'accord avec toi que le timing, le choix du timing dans le calendrier est peut-être assez intéressant. Tout comme Alban, le décalage parfait, le format, non. À part, bon, on est toujours plus excité par une finale qu'un match lambda, mais je trouvais que c'est dommage de ne pas affronter toutes les équipes. Pour moi, perso, j'étais très content de retrouver cette équipe parce que déjà, ça faisait 6 mois qu'on les a pas vus de l'année dernière. Et franchement, on a vu Banet qui, chaque fois qu'elle court, elle a l'air extrêmement fâchée. On a vu la jeune gazelle Boujard qui était nominée, je pense, joueuse du tournoi quand même. Donc ça, c'est vachement chouette. Les deux deuxième lignes. Et bien sûr, le préféré de presque tout le monde sur l'Internet, c'était Rose Bernadou. Donc Qui a bravo fait un Rose très, pour... très gros match, ouais. Ouais, Très gros super. tournoi. Alors, en fait, c'est le seul, on dirait qu'elle prend elle immense plaisir à manger des roses, quoi. Elle était vraiment contente de plaquer tous ces Anglais. Ouais. Bon, il faut quand même parler de ce mini crunch, je veux dire le crunch 2, qui était un peu raccourci quand même. Ça a bien démarré avec beaucoup de plaquages, mais beaucoup de déchets aussi. Comme tu as déjà dit, Alban, des belles récompenses au niveau de mêlées gagnées. On a marqué vite, on a marqué dans les premières 10 minutes. Ça, c'était super sympa, mais on voyait qu'on était très vite sous pression, avec pas mal d'erreurs de notre part, notamment Jessie Tremaillère qui a fait plusieurs en avant assez surprenants. Le 11 anglais, donc elle ne s'appelait pas Ebidou, mais c'est Abidao, please. Ok, je suis un peu Abidao. C'est Ebidou, c'est pas mal. Elle a mis son doublé, elle a fait un course qui a mystifié tout le monde. Je pense que tout le monde, tout le monde l'a arrêté. Et en fait, au mi-temps, même si c'est nous qui étions vraiment plus forts, c'est eux qui gagnaient. On n'a pas pu profiter d'une supériorité numérique. À la fin du premier mi-temps, il y avait un peu cette idée de manque de sang-froid. Il y avait des coups de pied un peu partout. Donc, en fait, finalement, au deuxième mi-temps, c'est échange de pénalité, 17-15. Il y a un petit bagarre, il y a un carton jaune, il y a un peu de tout. Il y a les capitaines anglais qui aiment bien parler au arbitre. Grosse défense de notre femme. Et bam, qu'est-ce qui arrive à 22h30 pile? Apparemment, dans le Nord, on éteint la lumière, même s'il y a encore 20 minutes à jouer. Good Donc, night. ça fait un petit peu amateur quand même. Les Inglis, ils ont dit non, on ne veut plus jouer, on risque des blessures. Et c'est intelligent parce que c'est eux qui gagnent. Donc, l'arbitre a dit très bien, c'est votre choix. Et après 15-20 minutes, le match est déclaré fini. Donc, dommage. Non, ça rappelle un fameux OM Milan AC en Ligue des Champions, quand là aussi les plus jeunes de ce podcast n'avaient pas encore l'âge de regarder la télé, dans les années, au début des années Il 90, nous ressort des archives où en là. Ligue des Champions, il y avait eu un arrêt de lumière, et où Franz Beckenbauer, qui était à ce moment-là plus ou moins manager sportif de l'OM, etc., était intervenu. Il y avait tout un sketch. Bon, c'était il y a 30 ans, quoi. Donc, les gars, à un moment,
le mec qui appuie sur le bouton parce qu'il rentre chez maman ou qu'il a mal garé sa bagnole et qu'il éteint le stade. Non, c'est pas possible. Et je trouve que c'est aussi hyper significatif et hyper insultant dans quelles conditions et comment on traite le rugby féminin. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer que la lumière du Stade de France s'éteigne, quoi? Non, non, c'est donc au-delà de l'anecdote et du côté un peu débile, quoi. Ouais. Je trouve que ça questionne aussi et ça dit des choses sur la manière dont on traite ce sport encore. Ok, c'est un sport encore minoritaire, mais là, le stade de Fédéral 8 avec pas assez de lumière, non, honnêtement, c'est pas jouable. Je suis pas très content. Ouais, non, on peut clairement parler de vrai fiasco et alors l'enjeu autour du match était encore, je pense, à décupler certaines choses aussi parce qu'on est quand même sur une défaite, bon, on vient de le dire, mais très, très petite défaite face à l'Angleterre. On a une occasion de se rattraper, une semaine après chez soi, il y a quand même 17-15, donc on est quand même sur un match très, très serré encore une fois et là, bam, donc je pense que les filles, au-delà d'avoir un match qui s'arrête en plein milieu, c'est un match où elles sentent qu'elles peuvent gagner la victoire. Enfin voilà, c'est encore pareil et tu te dis: «Putain, mais les Anglaises, elles font tout pour pour être sûres de remporter ces matchs» et non et clairement le symbole, tu l'as dit, il est catastrophique parce qu'en plus de ça, la fédé avait annoncé un blackout, sur les réseaux sociaux en solidarité d'un mouvement qui a été déclenché au UK pour arrêter de communiquer, pendant tout le week-end, pour, soutenir les causes antiracistes et surtout la violence sur les réseaux sociaux qui bien sûr n'ont pas leur place, dans le sport, que ce soit en ligne ou sur les terrains, mais si tu veux la symbolique était voilà, c'est juste catastrophe quoi. C'est, double blackout et là c'est terrible. C'était très sympa de retrouver cette équipe de France, ça c'est sûr. Et là, il y avait quand même beaucoup de rugby ce week-end parce que c'était le demi-finale de. J'aime bien dire Heineken Cup, mais apparemment j'ai pas le droit. Mais c'est les Guinness Six Nations, mais c'est le Heineken Cup, ça marche pas. Je comprends rien. Bon, c'est des European Rugby Champions, je pense. Coupe d'Europe, ça marche. Ouais, c'est la Coupe d'Europe, faisons simple. Make it simple, Yeah, Thierry. ok. Mais quand même, il y avait plein d'équipes de France, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc, pour le premier match, je vais faire ça très vite. Premier match, c'était Toulouse-Bordeaux. Et voici mes notes. Bordeaux contre les Galacticos de Toulouse avec des arrières de fou. Ils marquent d'abord des Bordelais. Ils ont l'air d'avoir une très bonne défense. Mais la belle équipe de Toulouse revient car ils ont deux level avec Lebel qui, après un joli claquette de Maxime Madard, marque le premier essai. Donc, il faisait super moche avec beaucoup de pluie et beaucoup de ballons glissants, des câlins un peu musclés. Jalibert, il va vite, mais Dupont aussi. Les deux équipes ne sont pas tranquilles, comme il dit Mr. Barnes. J'étais un peu surpris que je ne me suis pas endormi et faire le petit sieste. Mais tout doucement, le soleil sort un peu pour Toulouse, 14-6. À 72 minutes, un autre essai de Dupont, le follower, c'est 29-9. Et voilà, Toulouse en finale. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? C'est très bien résumé. Non, ce que j'ai noté, moi, c'est que, en dépit de la défaite, Bordeaux a fait un match tout à fait présentable. Ils ont cédé sous la pression, avec deux super essais du Stade Toulousain. Parce que le premier essai, tu dis la claquette de Maxime Médard, elle est quand même mythique. Petit 4 deb de Baptiste Lebel, qui a quand même des cannes de feu, donc c'est génial. Et puis l'essai que met Antoine Dupont, qui part d'une chandelle récupérée par Chelsea Colby de manière complètement acrobatique, quelques belles passes à nouveau et puis une remise intérieure sur Antoine Dupont. Ces deux actions de classe qui sont extrêmement méritées. Et donc, de ce fait-là, je trouve que le Stade Toulousain mérite complètement sa victoire. Maintenant, c'était un peu tristounet. Et ce qui m'a surtout frappé, moi, c'est quand même le talent de Mathieu Jalibert. Et je me demande si quand même il n'est pas en train de devenir le number one, parce que là c'était confrontation directe avec Romain Ntamak, et je trouve que sur les mois, et alors l'histoire n'est pas terminée, mais sur les semaines et les mois écoulés et sur cette confrontation-là, je le trouve meilleur. Je le trouve meilleur. Il attaque la ligne d'une manière extraordinaire. S'il n'est pas là, son équipe n'est pas du tout la même. Alors, ils ont perdu, mais moi je trouve que Jalibert a fait un match exceptionnel. Et donc, peut-être qu'ils auraient mérité mieux pour ça. Oui, 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 non, mais c'est voilà, je te rejoins Théo sur cette analyse. C'est vraiment dommage que l'UBB ait pas su prendre le pas sur ce match-là. Après, honnêtement, moi, je regarde, ça fait plusieurs fois que vraiment je regarde de A à Z tous les matchs de nos chers amis toulousains et je dois dire qu'ils ont
une capacité offensive qui est juste incroyable, quoi, avec Ouais. à la fois des gestes techniques et de la vitesse qui s'est renversée à n'importe quel match. Mais très contente de voir les Toulousains à nouveau en finale, je crois 10 ans après leur dernier titre, pour une finale Ouais. Et franco-française. puis Donc, t'as Aki aussi qui Aki, fait un très, très match gros match, ouais. Mais c'est en défense, mais c'est un joueur discret, mais c'est énorme. un joueur très discret, et c'est marrant, mais c'est vraiment le genre de joueur, le genre de premier centre qui est parfait dans son rôle. Gros défenseur qui va fixer, toute une défense Énorme et match. qui fait en plus un très, très gros match, ouais. Alors dimanche, on avait La Rochelle contre Leinster. Il a fait beau. La Rochelle, ils ont une défense sublime. Ils encaissent environ un essai par match. Donc ça va être très testé contre les Irish. Dans les avants, donc Hurley, Furlong, Ryan. Pour les arrières, bah, c'est le reste de l'équipe d'Irlande, quoi. En plus, il y a une actrice, Rose Byrne. Cet arbitre, sa tête me dit quelque chose, peut-être des mauvais souvenirs. 5 fautes dans les premières 7 minutes et un carton jaune pour La Rochelle. Donc c'est logique pour les Irish. Les choses rentrent en ordre, plus ou moins, avec un pénalité et un joli drop, même à 14. Des pénalités échangées, on est 15-14. Et là, ça commence à rouler côté jaune, surtout pour la deuxième ligne, Skelton. D'abord, un essai par l'ami Adrit, suivi par un super effort de Skelton pour marquer un sublime essai. Et là, c'est final complètement français. Ouais, finale 100% français. Surtout, je dois avouer, j'avais vu le quart de La Rochelle, et c'était très plaisant et ça joue beaucoup. Et de toute façon, les voix en top 14, ça joue beaucoup, c'est formidable. Mais autant je leur prêtais plein de qualités, autant quand j'ai vu leur adversaire, j'étais pas sûr qu'il y ait une finale 100% française la semaine d'après, quoi, parce que Leinster a beaucoup impressionné sur ce tournoi. Enfin, je dirais le score du match et même le physionomie du match reflète pas trop, n'est pas très flatteuse pour le parcours de Leinster, quoi. En gros, La Rochelle m'a vraiment impressionné quand ils étaient vraiment beaucoup plus offensifs. En effet, quand ils se sont retrouvés à 14, comme tu l'as dit, il y a eu très rapidement, pardon, quand ils ont joué à 14 contre 15, très rapidement, ils ont perdu des points, mais ils ont su bien gérer cette partie-là en limitant la casse avec ce drop et jusqu'au bout. Enfin, ça allait de partout, et c'était super impressionnant. Et à la fin, vraiment, enfin, il y a eu la moitié de la seconde mi-temps, vraiment un moment où j'ai l'impression que le Leinster a un peu décroché, mais à la fin, c'était la furie. Et le Leinster n'existait plus face à cette équipe sur laquelle j'aurais pas parier sur la victoire avant le match. Ils m'ont beaucoup impressionné et j'ai vraiment hâte de voir ces deux équipes offensives, en fait, ces deux équipes très portées sur l'offensive et sur les lignes arrières aussi dont tu parlais avec Toulouse-Alban. En finale, j'ai vraiment très envie de voir cette finale. Ouais, Charlie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Leinster était plus là à la fin, mais le mérite en revient quand même à cette équipe rochelaise qui a forcé le destin d'une manière magnifique. C'est vraiment un superbe match, je trouve. C'est à regarder même en replay pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que d'abord en face, tu as l'équipe d'Irlande, à 3-4 mecs près. Donc il faut Ouais. savoir quand même que les provinces irlandaises, leur objectif de l'année, c'est la Coupe d'Europe. Et c'est des mecs qui jouent en équipe nationale et en Coupe d'Europe. Le reste du temps, ils font 4 matchs dans l'année. Ils sont pas de top 14 à côté. Donc c'est plus que l'objectif de l'année, c'est leur championnat quasiment. Donc venir les taper comme ça, alors qu'ils ont effectivement une équipe au complet, ils ont pas d'absents, alors que le début de match est à l'avantage des Anglais, carton jaune, des Anglais, pardon, des Irlandais, carton jaune, essai des Irlandais, et là tu te dis, bon bah voilà, La Rochelle sont arrivés en demi-finale, c'est bien qu'ils soient arrivés jusque-là, mais là ça y est, la machine va se mettre en place, ça va être très compliqué, et pas du tout. Pas du tout. Les Rochelais rentrent dans le match, peu à peu recollent. Le petit drop de Yaya West est Ouais. extrêmement précieux. Ça me rappelle le fameux drop de Titou la Maison en Coupe du Monde dont on a parlé ensemble. C'est non, on est là. Non, vous n'allez pas prendre le large comme ça se fait pas comme ça. Et puis la deuxième mi-temps, on ressent ce que le Leinster, je trouve, nous a fait ressentir bien des fois, et le Munster aussi à la grande époque, ce côté inexorable de possession qui ne change jamais de main. Et en fait, le Leinster défend, mais tu te dis, ils vont craquer un moment, c'est pas possible autrement, parce que La Rochelle avait tous les ballons. Et là-dedans, tu as eu des individualités complètement au-dessus du lot. Pierre Bourgarit, le talonneur, qui fait un Oui. match mais stratosphérique en attaque, en grattage et en défense. Et puis alors Will Skelton, là c'est le char d'assaut, quoi. Le mec, il fait effectivement 2 m 3 et 140 kilos.
mais il n'a pas arrêté de leur rentrer dedans. Il marque un essai en fin de match, alors que les mecs qui ont ces gabarits-là, honnêtement, 50, 60e, au bout d'un moment, le juillet plus, quoi. Et lui, tout le match, il a pesé. Donc, honnêtement, le rugby, ces matchs-là font aimer, je trouve, le rugby. C'est quand on voit des matchs comme ça, on peut qu'aimer ce sport. Et vraiment, chapeau à La Rochelle. Je sais pas ce que ça donnera en finale. Le côté franco-français, c'est un peu à double tranchant. On est un peu tristounet qu'il n'y ait pas une petite confrontation avec une équipe britannique. Et en même temps, on se dit, bon, de toute façon, la coupe à la maison, c'est sympa aussi. Donc, je trouve qu'il y a deux manières de voir le truc. Mais quel match! Vraiment un match fantastique. Oui, donc le 22 mai, il y aura Toulouse-La Rochelle. Quand même un super première ligne de Toulouse contre une troisième ligne de folie de La Rochelle. Vous mettez votre petit billet sur qui, les gars? Difficile à dire, hein. Les deux équipes sont magnifiques. L'expérience est du côté du Stade Toulousain, évidemment. Mais voilà, je pense que le match qu'a fait La Rochelle en demi-finale montre que cette équipe n'a peur de rien. Et donc, ils ont, avec cette demi-finale, je trouve, acquis de quoi faire de la finale un match très ouvert. Parce que honnêtement, un, ils n'étaient pas favoris, ni sur le papier, ni sur les bookmakers, ni nulle part. Et deux, le match n'a pas démarré comme il aurait dû. Donc, pour eux. Donc, franchement, très difficile. Mais allez, moi, je vais peut-être mettre un petit billet sur La Rochelle quand même. Je pense, je mets un petit billet sur Toulouse en honneur à UG qui a quitté le top 14 d'une façon très triste. Et du coup, je parie sur le Toulouse. Les confrontations franco-françaises en Coupe d'Europe, elles ont vraiment débouché sur des matchs très ouverts. Donc c'est pour ça que je disais que là, c'est quand même très prometteur quand tu as vu leur dernier match. Mais tu parles, Théo, de leur demi-finale qui est en effet monstrueuse. Mais est-ce que finalement leur exploit n'aura pas été d'avoir sorti de Leinster et ils auront peut-être moins les ressources mentales en finale, ou est-ce qu'ils vont surfer sur cet exploit? Je ne saurais dire. Moi, j'ai envie de. Je préfère toujours le underdog Yeah, le soutien. au big dog. Et c'est vrai que Toulouse a une superbe histoire avec l'Europe, hein, qui date peut-être un peu maintenant, mais ils ont quand même leurs 4 titres et c'était bon avant l'ère du Leinster, quoi. Mais j'aime bien cet enthousiasme de La Rochelle. J'ai aimé, Ouais. j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à la fin, que tu vois que tu avais du monde au balcon, aux fenêtres, que les joueurs sont partis vers les abords du stade pour célébrer avec les supporters qui avaient fait le déplacement quand même, qui leur avaient fait un accueil de dingue. Mais tout ça, et cet enthousiasme pour La Rochelle et des Rochelais, et ben, j'irai avec toi et je mettrai mon petit billet sur La Rochelle. Voilà. Très bien. Aïe, Bah, aïe, 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 aïe. émotionnellement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Charlie, parce que je pense qu'il y a quelque chose avec cette équipe de La Rochelle, de façon qui se regarde, qui se soutient. Et je trouve que c'est une belle histoire aussi, parce que La Rochelle, il n'y a pas longtemps, c'était pas connu pour moi dans le rugby. Donc, l'effet qu'il soit là. Ils étaient en Pro D2, Et, ouais. ouais, et avec des super joueurs français aussi, et même bien plein de super internationaux, mais un peu partout. Mais franchement, ils ont l'air de vraiment être une équipe soudée. Et c'est ce que je vois sur l'écran. Et peut-être, je sais pas, parce que j'ai un petit truc pour cette équipe, mais ouais, j'aimerais bien aller voir victorieux. Allez. La solidarité n'a jamais fait gagner un match, hein. Ça se saurait Are sinon, you surtout sure? au rugby. Franchement, ça va, Allez, quoi. si on parlait d'un autre match de top 14, parce qu'apparemment c'était c'est pas le crunch, ça s'appelle comment quand il y a Racing contre Stade Le Le derby, derby, ok. le derby, le J'ai derby. pas vu, désolé les gars, j'ai pas vu ce match. Alors qu'est-ce qui se passait? Qui a gagné ce match? Franchement, c'était un super match, mais je vais laisser Charlie et Alban commencer. Ah. Parce que comme ils ont gagné, honneur aux vainqueurs. C'est très généreux de ta part. Pour commencer, en intro, il faut savoir qu'il y a quand même une stat assez intéressante autour de ces derbys franciliens, comme on les appelle. C'est que l'équipe qui se déplace remporte souvent le match. Je ne sais plus depuis quand, mais je crois que depuis ces 2 dernières saisons, chaque fois l'équipe qui se déplace remporte le match. C'est un Donc peu à toi, à moi. Ouais. C'est parce que le déplacement est pas très long, donc du coup, il y a juste le temps de se dégourdir les jambes et c'est bon, c'est chaud. Ça fait échauffement, quoi. C'est peut-être ça, ouais. T'as raison. Honnêtement, je dois avouer, hein, que j'étais assez surpris par l'entame de match des Parisiens. Quand on parlait tout à l'heure, tu disais, ça se saurait si la solidarité faisait gagner un match. Je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité, les Parisiens. Et je pense que ça s'est joué aussi peut-être là-dessus, c'est que il y avait la volonté pour le Stade français d'aller chercher une place dans
dans les 6 premiers pour éventuellement. En gros, là, on perdait. La saison était. Il n'y avait plus grand-chose à aller chercher dans cette saison. Donc, je pense que ça a Oui, servi c'était quasiment un match de phase C'est finale ça, pour eux. exactement. Ouais, Donc, je c'est pense ça. que ça a servi de moteur. Le Stade Français m'a beaucoup impressionné. Après, je pense que le Racing a quand même. Moi, j'ai vu le Racing reprendre un peu la main vers la fin de match, et je dois t'avouer que j'étais pas des plus sereins à la fin. Et il y avait un truc C'est beau l'honnêteté. Bah, c'est vrai, et surtout que. Je suis ému. Je vais pleurer. Là, je suis sûr que c'est de l'ironie encore. C'est un grand sentimental, Théo. Bon, ça va parce que on est dans le camp de ceux qui ont gagné, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlerait, Théo, de la fin de match, mais c'est vrai qu'il y a eu un grattage un peu. Disons que je serais Racing, j'aurais un peu le seum, quoi. Voilà, Un peu sévère, on va dire. de ce petit grattage à la fin. Bon, est-ce qu'Alban a autre chose à dire? Non, 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 mais c'est que enfin, on en a rapidement parlé, mais c'est vrai qu'une entame de match, un 16-0, déjà dans ce genre de match, tu peux difficilement espérer, une remontada comme C'est on sûr. connaît. Et encore, je suis d'accord avec toi, Charlie, on n'est pas passé loin de. On se fait, les Racingmen se font pénaliser sur un dernier ballon, mais qui aurait très facilement pu finir derrière les poteaux. Donc voilà, il y a un manque de maîtrise sur le début du match. Les Parisiens, je pense, ont été assez opportunistes sur quelques actions et ça fait le game. Mais le jeu, mais le Ouais. changement, les changements, je crois, du Racing ont quand même largement changé la physionomie du match. Et je pense in fine que honnêtement le Racing, enfin, je sais pas, je pense d'un point de vue niveau, même sans Ficou, aurait peut-être pu gagner le match. Avec Ficou, bien sûr, Ficou, ça reste le meilleur joueur parisien, mais voilà. Ça y est, vous avez fini? Bah, on a Allez envie de Théo! prolonger un peu, mais vas-y. Non, ce que je trouve, c'est que si on comptait les points de panache, le Racing aurait gagné quand même. Parce que, je rappelle qu'il y a quand même 4 essais pour le Racing, 1 seul pour le Stade. Donc OK, c'est un jeu, dans lequel les points au pied, comptent et sont inscrits sur le Ouais, bien tableau de sûr. marque. Mais Joris Second, il enquille tout, top, très bien. L'essai du Stade Ouais. Français, c'est quand même un essai casquette, hein, parce que c'est un ballon à moitié Bien sûr. dégueulé, un coup de genou dans le ballon, et cetera. Enfin, c'est vraiment pas de chance. Le Racing sur ce coup-là a vraiment pas de chance. Et en fin de match, quand effectivement ça semble plier et qu'à la 80e, le Racing amorce cette remontée de terrain, ils font 75 mètres sans perdre le ballon. Et je trouve, mais c'est pas là qu'ils ont perdu le match, donc il y a aucun scandale Ça là-dedans. méritait un point panache. Franchement, l'arbitre siffle un peu vite. C'est vrai que Luke Jones arrive un peu sur le côté, il est déséquilibré, il dit qu'il tombe. 4 fois sur 5, c'est pas sifflé cette faute-là dans le courant du jeu. Donc il le siffle, ok, admettons, d'accord. Mais c'est pas là que le Racing perd le match. Le Racing perd le match avec une entame catastrophique, une C'est première l'entame, mi-temps où il touche pas un ballon en conquête et en touche en particulier, et 0-16 dans des matchs en jeu, sauf miracle, tu reviens pas. Donc ils viennent mourir à pas grand-chose. S'ils avaient marqué à la 80e sur cette remontada, qui honnêtement a fait vibrer tout le monde, je pense que tu sois du Stade Français ou du Racing, là tu te prenais les mains dans Oui. la tête en disant putain mais ils vont pas le faire. C'était un truc de fou. Dommage, vraiment dommage pour le Racing. Je rappelle aussi que le Racing a quasiment une équipe à l'infirmerie. Sur le banc, il y a beaucoup de monde. Camille Cha, Vakatawa, des joueurs régulateurs, notamment en touche, le troisième lignel, merde, dont le nom m'échappe. Tu parles de Gaël Ficou en troisième ligne? J'aimerais bien poser une petite question. Donc, peut-être c'est old news maintenant parce que ça fait quelques semaines que c'est déjà apparu cette histoire de Ficou qui arrive à Racing. Moi, Le j'ai rien truc, compris. en fait, je comprends Ouais. pas pourquoi c'est un polémique en fait. Donc parce que en fait, Parce que bon, c'est en cours de saison, c'est naze. ouais, mais si déjà moi pour si l'équipe dit bah toi on veut plus de toi, t'es trop cher, et après c'est comme si je suis en CDD, hein, mon employeur me dit bah en fait bah finalement je vais pas te renouveler, bah et tu peux chercher ailleurs parce que c'est pas illégal, et l'autre équipe qui vient me chercher, bah ok, Mais là, c'est ton côté américain, là. Nous, on est des ouais. sentimentaux, on t'a déjà dit, Thierry. Mais non, mais il a raison en soi. Il y a eu un vrai. Je pense qu'il y a eu un gros loupé dans les communications parce que je pense que côté Stade Français, on a un peu exagéré certains propos qui n'étaient peut-être pas tout à fait légitimes. Honnêtement, je suis supporter du Stade Français, mais moi, je pense que c'est encore notre cher président qui a loupé une occasion
de Ster. de moins parler de Ster. Grosso modo, il me semble en plus que le Stade français voulait d'abord voulait se débarrasser de Ficou parce que, enfin, par un calcul très simple et que je peux comprendre au niveau. Mais c'est eux qui ont Oui. mis le prix qu'ils pensaient légitime. Mais quand tu faisais un ratio prix et match joué, c'était vraiment enfin, c'est complètement un trou dans ton budget. Je comprends qu'ils veuillent le changer. Donc, ils ont changé. Ficou, dans ses premières déclarations, en plus, expliquait que lui aurait préféré rester avec ses copains, au moins finir la saison. Enfin, que ça venait pas vraiment de lui. C'est juste qu'on lui a dit, voilà, quoi, il faut libérer de. Ça semblait être un accord un peu commun au début. Mais une fois qu'il est parti, bah, c'est là où Hans-Peter Wild a un peu trop fait ses calculs justement, qui peuvent être vexants pour un joueur, parce que quand on dit ouais, mais en fait il nous coûte tant par match, je sais plus comment, mais il était arrivé à son 150 150 000. 000 par match, Bon. évidemment. Ah oui, c'est Mais totalement, c'est c'est con. totalement Mais con. Et quand tu vois que c'est le mec qui te fait gagner les matchs que tu aurais pas pu gagner. non, mais que ce soit pour gagner ou pas, en fait, c'est très con parce que de toute façon, même si ce raisonnement est vrai, c'est lui qui a fixé le prix. Donc voilà, c'est lui, il savait qu'il était international, c'est pour ça qu'il allait le chercher. Bon, bref. Et en fait, derrière, ça c'est un peu, je pense, à coup de déclarations envenimées, mais il n'y a jamais eu de moquerie. Hein. C'est juste qu'il y a eu un moment, je pense que Ficou, on a eu ras-le-bol de se dire attends, mais on me fait passer pour le connard alors qu'au début tout allait bien et que je devais juste partir. Et il y a eu aussi des joueurs du vestiaire, le vestiaire parisien, qui ont pris sa défense en disant enfin bon. Voilà, d'ailleurs, il y avait une image à la fin du derby qui était assez mignonne, où Ficou, qui allait serrer les paluches dans sa tenue flambant neutre du Racing, il y a d'autres joueurs qui s'amusaient à le faire chier avec des drapeaux du Stade Ouais, français mais comme ça, oui. lui faisant la Oui, gueule c'est pour lui bon rappeler qu'il enfant. était pas trop loin. Mais voilà, je pense C'est que bon enfant. oui, c'est complètement bon enfant. Ça prouve bien que les vestiaires, s'il n'y a pas eu de scission C'est vestiaire, c'est que exactement tu ça. vois bien que Mais clairement, Ficou, c'était juste une mauvaise déclaration déplacée d'un président. Et je pense que ça a fait marrer Lorenzetti, mais c'est son jeu et c'est le président qu'il est aussi. Ça l'a fait marrer aussi un peu de charrier là-dessus. Et ça n'a pas aidé à garder les têtes froides, je pense. Mais pour le coup, c'est de bonne guerre, quoi. C'est rien de. mmh. Oui, donc voilà un peu de top 14. Théo, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes globalement? Parce qu'il y a les barrages qui arrivent bientôt. Oui, et ben écoute, on a en fait un top 6 qui se dessine, mais pas complètement fermé, avec Toulouse et La Rochelle qui caracolent un peu en tête. Donc je pense que ce sera les deux demi-finalistes. Surtout que La Rochelle a encore un match en moins, est à 67 points et Toulouse à 72. Derrière, on a les 4 suivants qui sont a priori installés, qui vont se battre pour y rester: Clermont, le Racing, Toulon et Lyon. Et puis, Lyon, qui est à 57 points, est quand même talonné d'assez près par Castres à 55, Bordeaux-Bègles à 53 avec 2 matchs en retard, et le Stade français à 53 aussi, mais sans match en retard. Donc ça veut dire que, grosso modo, Castres, Bordeaux-Bègles et le Stade français ont encore une chance d'accrocher le wagon des 6, en faisant sortir de là Lyon, voire Toulon sur un malentendu, mais Toulon ayant un match de retard aussi. Bon. Et en bas, Agen, qui a quand même marqué 2 points cette année. Je suis désolé, je suis obligé de le noter. Et juste au-dessus, Pau à 36 points, qui peut peut-être se sauver encore en allant accrocher Montpellier ou Bayonne, qui sont à 40 points. Mais Montpellier ayant 2 matchs en retard aussi, ça va être dur. Voilà. Tiens, question par rapport à ça, parce que je vois sur le truc, il y a Agen qui a un certain couleur, il y a Pau qui est orange, mais ça veut dire quoi cet orange? C'est Agen qui va être relégué, non? Non, ça veut dire effectivement que Pau est barragiste, parce que le 13e de top 14 joue le finaliste, ce qu'ils appellent le finaliste de Pro D2, c'est-à-dire le match, le gagnant de 3-4 contre 5 et 5-6. Le gagnant, ils jouent ensemble. Après, ça va ça va affronter le 13e de top 14. Tu as celui qui est premier de Pro D2 qui monte, et celui qui est deuxième de Pro D2, après une sorte de petit match qualificatif, machin, joue un match de barrage contre le 13e du top 14. Ah, ok, je savais C'est pas. exactement ce que j'ai dit. Bon, merci pour ces clarifications. Mais ça, c'est encore des concepts qui échappent totalement à Thierry, puisque je rappelle qu'aux États-Unis, les montées et les descentes dans les ligues fermées qui veulent se partager le gâteau, ça n'existe pas. Ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Heineken, qui a vanné les mecs du foot qui ont essayé de Ah privatiser la oui. Ligue des Champions en faisant une ligue fermée. Et ils ont fait une pub en disant
Don't drink and start a league, ce que je trouve quand même Ouais, assez bien. drôle. ouais. C'est-à-dire, Ouais, bien démarre vu. pas une ligue quand t'es bourré comme un cochon. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, honnêtement. Ouais. En fait, c'était assez drôle parce que j'écoutais des podcasts en anglais par rapport à ça, des trucs de basket et de foot, mais en fait, ils comprenaient rien. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas fermé déjà? En fait, ils comprenaient pas qu'il y avait ce Ils système de. hallucinent, les Ouais, non, mecs. ils disent, attends, mais comment ça fonctionne? Mais et c'était hyper intéressant d'avoir un autre Américain qui parlait à ces gens-là pour expliquer, bah non, en fait, tu peux descendre et tout. Ils disent, ah bon, vraiment? Bon, bref. Charlie, est-ce que tu peux nous parler de notre prochain épisode, s'il te plaît? Avec grand plaisir, mon ticket, puisque dans notre prochain épisode, on a un invité. Vous êtes, vous, habitués à ce qu'on ait des invités dans le pack de potes, mais moi, je ne suis pas habitué à leur poser des questions. C'était mon première interview, yay, avec mon ticket. Yay. J'étais très content. Et en plus, j'ai eu la chance d'être très à l'aise grâce à ça, parce que j'étais avec Jonathan Best, que vous connaissez peut-être, deuxième ligne et capitaine de Béziers, lui. C'est un joueur très connu de ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux parce qu'il répond et charrie pas mal, mais ce qui était très sympathique dans cette interview tout au long de notre conversation avec lui, c'est que c'est pas du tout le mec un peu provocateur ou un peu chambreur ou un peu comme ça qu'on a rencontré. On a rencontré un mec qui nous a parlé de son parcours, de son rapport au rugby, amateur aussi parfois, avec beaucoup de, j'oserais dire, de tendresse Oui. parfois. Et c'était pas du tout le personnage qu'on pensait avoir. Je sais pas ce que tu en as pensé, Ticket, Ouais, mais exactement en tout ça. cas, c'était très intéressant. J'étais ravi de l'avoir comme premier interviewé et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que vous puissiez tous l'écouter, l'entendre dans 15 jours pour notre prochain épisode. Ouais, super. Ouais, je trouve que bravo pour ton premier entretien, Charlie. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Oh là là, il prend les félicitations du boss. Yay. Mais franchement, Jonathan Best, franchement charmant. Et je vous invite en ce moment d'aller le chercher sur Instagram ou Twitter. Et il fait un petit countdown parce que la fin de sa carrière, il est pour bientôt. Donc, il fait un petit countdown de ses derniers jours en train de jouer le rugby professionnel. Donc, en 2 semaines pour cet entretien. Ouais, tu dis qu'il est charmant. Je suis pas sûr que ce serait le qualificatif qu'utilisent tous les mecs sur qui il a marché pendant 15 ans, mais on en reparlera avec lui peut-être. Je voulais parler rapidement de Recycling Rugby, nos amis qui font c'est une association qui font des super sacs avec des ballons de rugby recyclés. En ce moment, ils sont en train de faire une action pour James Lascisse, qui est en fait le deuxième ligne de Nice, qui s'est fait gravement blesser lors d'un mêlée très récemment. Donc, 100% des bénéfices des ventes des sacs de Recycling Rugby dans le mois de mai seront reversés à la cagnotte de soutien de James Lascisse. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de Recycling Rugby pour participer. Ils ont aussi maintenant un Instagram aussi, donc Recycling Rugby. Donc, on les félicite bien sûr pour cette action. Et en parlant de réseaux sociaux, bien sûr, allez regarder les initiatives de Recycling Rugby, mais vous pouvez aussi laisser des petits commentaires et likes sur nos prochaines publications. N'hésitez pas à partager les initiatives dont on vous parle et à partager nos contenus, nos épisodes. Plus on est nombreux, plus on rit. Ouais, et puis sur les réseaux, il y a également un autre podcast ami qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas Thierry? Un peu plus léger. Est-ce que tu l'es, toi, un peu plus léger, à force? Je suis en ce moment, oui, c'est vrai. Donc, c'est un podcast que j'ai fait avec ma diététicienne qui s'appelle Fanny Coutin. Et c'est vrai que je perds un peu de poids, ça fait du bien. Je suis toujours première ligne, il faut être honnête, hein, mais peut-être un jour, je passerai un troisième lac. Donc, je serai super content. Donc, si vous aussi, vous cherchez à perdre quelques kilos, en fait, c'est une discussion en toute simplicité par rapport à ce chemin que je suis en train de vivre. Donc, voilà, c'est rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast. On est régulièrement dans les top 10 de nutrition, dans les podcasts de nutrition. Donc, je suis assez content à ce niveau-là. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est Épisode combien, Thierry? épisode 10 bientôt cette semaine. Ouais, pas mal. Moi, j'ai toujours pas perdu de poids. Comment on fait? T'as pas écouté? Est-ce que tu as écouté un peu plus léger? Docteur, j'écoute Oui, pourtant tous les épisodes, mais je n'ai pas mais je perdu fais un gramme. Docteur, j'écoute. C'est très inspirant. Non, c'est très agréable. Pour le coup, c'est très agréable à écouter. Merci, Alban. Donc, voilà pour aujourd'hui, les gars. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. Allez, les gars, en 2 semaines. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut, la bise à tous. Bye bye.